tous et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé un joyeux réveillon et une bonne journée de Noël. Alors aujourd'hui, je vous propose un QCM de révision de l'UE 2.3. Alors c'est une UE où on trouve beaucoup de concepts, donc j'espère qu'elle vous sera utile. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance des différentes questions et bien sûr, je vous laisse aussi essayer de répondre à toutes ces questions. Donc vous pouvez faire pause sur chacune des diapositives et ensuite je passerai à la correction.
Voyons maintenant la correction de ces différentes questions. Donc la question numéro 1, parmi les 5 propositions, il fallait cocher 2 réponses exactes. Quelles sont les phrases qui caractérisent un déterminant de santé? Il fallait répondre la A, un élément qui influence la santé d'une population, et la E, un élément qui influence la santé d'un individu. En effet, les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. Les déterminants de la santé sont associés aux comportements individuels et collectifs, aux conditions de vie et aux environnements. Dans la question 2, il fallait cocher les 3 réponses exactes à la question suivante. Quelles sont les phrases qui définissent la qualité de vie? Alors il fallait répondre la B, le bien-être fonctionnel du patient fait partie de l'évaluation de sa qualité de vie. La D, l'évaluation de la qualité de vie s'effectue par des tests psychométriques ou économétriques. Et la E, l'évaluation de la qualité de vie est multidimensionnelle. Alors le concept de qualité de vie est récent dans le vocabulaire médical et infirmier. C'est un concept complexe qui relève autant de la philosophie que de la psychologie ou de la sociologie. Ce concept de qualité de vie englobe 2 composantes fondamentales, subjectivité et multidimensionnalité. Alors, par subjectivité, on se réfère au fait que la qualité de vie ne peut être comprise que dans la perspective du patient. Tout comme la douleur, considérée comme ayant une composante subjective, la qualité de vie ne saurait être évaluée de façon adéquate qu'en interrogeant directement le patient. Estimer la qualité de vie se basant sur le comportement observable du patient est voué à l'échec car c'est ignorer les processus cognitifs sous-jacents qui influencent la perception par le patient de sa qualité de vie, comme la perception de la maladie, la perception du traitement, les attentes personnelles, l'évaluation des risques et des effets délétères. L'évaluation de la qualité de vie par les patients est un processus dynamique qui change dans le temps et peut-être même évolue selon les situations. Dans ce contexte, il convient de comprendre la qualité de vie comme l'écart existant entre le niveau fonctionnel réel et le niveau idéal pour le patient. Il existe de nombreux domaines à l'intérieur de ce concept, mais la plupart pourraient être regroupés en 4 sous-ensembles distincts, bien que corrélés. Ce sont les domaines physiques, fonctionnels, émotionnels et social. Alors, en effet, quand on parle de bien-être physique, par dimension physique, on entend la fonction corporelle telle qu'elle est perçue et observée, ou bien sa perturbation. En ce qui concerne le bien-être fonctionnel, cette dimension fonctionnelle est certes en corrélation étroite avec la dimension physique, mais elle est clairement distincte. Par statut fonctionnel, on entend la capacité du patient à mener à bien les activités nécessaires pour répondre à ses besoins personnels, poursuivre ses ambitions et remplir son rôle social. Au niveau le plus élémentaire, il s'agira des activités quotidiennes telles que marcher, s'alimenter, se laver, s'habiller. Est incluse également la capacité de la personne à faire face à ses différentes responsabilités, aussi bien à la maison que dans le monde extérieur, envers les membres de la famille, les amis et les collègues. Bien que les dimensions physiques et fonctionnelles soient étroitement liées, elles peuvent être indépendantes l'une de l'autre. Il y a aussi le bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel est certes en corrélation avec le bien-être physique, mais il s'agit d'une dimension distincte, bipolaire, qui est le reflet aussi bien d'un affect positif, le bien-être, que d'un affect négatif, la détresse. Et il y a le bien-être social, la 4e dimension importante de la qualité de vie. Ce bien-être social est la dimension dont la définition est la plus difficile. La plupart des échelles de qualité de vie destinées aux patients cancéreux, par exemple, ne posent aucune question relative à cette dimension, ou bien comprennent quelques rares items sur le niveau global d'activité sociale ou familiale, comparé au niveau initial d'avant la maladie. Le bien-être social est un élément traité de manière superficielle dans de nombreuses échelles, ce qui perpétue la qualité relativement médiocre de notre compréhension. C'est une conséquence de la tendance chez de nombreux chercheurs, par exemple, à éviter de traiter cet aspect qui est ambigu. Cette dimension comprend des éléments très divers qui vont de la perception du soutien social, la continuation des activités de loisirs et le fonctionnement familial, jusqu'à la sphère intime, y compris la sexualité. Voyons maintenant la question 3. Là aussi, il y avait 5 propositions. Il fallait cocher les 3 réponses exactes à la question suivante. Selon la théorie du philosophe Barchi, la qualité de vie nécessite de
Alors, il fallait répondre A, s'inscrire dans l'autonomie, C, s'inscrire dans l'intégrité et E, s'inscrire dans la dignité. Schipper et Levitt, par exemple, ont déterminé 4 facteurs principaux pour la composante qualité de vie. On a parlé de la fonction physique et la fonction permettant de travailler, par exemple, la capacité de la personne à accomplir son travail ou ses tâches. Ensuite, l'état psychologique, avec notamment l'absence de dépression, d'anxiété, etc. Troisièmement, la sociabilité, c'est-à-dire la capacité à maintenir des interactions sociales. Et quatrièmement, le confort somatique, avec l'absence de douleur, de gêne, etc. D'autres chercheurs ont aussi pris en compte des dimensions distinctes telles que le sentiment d'être globalement satisfait de sa vie et la capacité à s'impliquer dans des activités de loisirs personnels. Question 4, où il fallait identifier les 2 réponses correctes. Selon l'OMS, la qualité de vie se définit comme étant la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec, il fallait répondre A, ses objectifs et C, ses inquiétudes. La question 5 était la suivante. Selon la classification internationale du handicap proposée par l'OMS en 2001, à quel aspect correspond la déficience ? Alors la réponse correcte était l'aspect lésionnel, c'est-à-dire la E. Question numéro 6. Suivant la classification internationale du handicap proposée par l'OMS, à quoi correspond la notion de désavantage ? Il y avait 2 réponses exactes à cocher. Il s'agissait donc de la A, au retentissement social du handicap, et la C, à l'interaction entre la personne soignée et l'environnement. Alors, le désavantage représente les limitations, voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage est donc la situation concrète de handicap résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficience et ou incapacité et son environnement. Question 7. Quelles sont les définitions de la dépendance ? Il fallait trouver les 2 réponses correctes. Il s'agissait donc de la B, la situation d'une personne qui ne peut effectuer des gestes essentiels de la vie quotidienne, et la C, la situation d'une personne qui a besoin d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Alors, le mot dépendance admet plusieurs usages, pouvant être utilisés pour faire allusion à une relation d'origine ou de connexion, à la subordination à quelque chose de supérieur ou à la situation d'un sujet qui n'est pas en mesure de se débrouiller tout seul. On parle autant de dépendance en politique, en psychologie, en médecine ou de dépendance sociale. Alors, dans le cadre des soins infirmiers, une personne est dépendante si elle a besoin d'une aide humaine, partielle ou complète, pour réaliser les activités de la vie quotidienne. Cette dépendance peut être psychologique, physique ou sociale, et elle est la conséquence d'accumulation de troubles. La dépendance physique est définie comme l'incapacité d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, au moins 3 actes de la vie courante, que la personne ne le veuille ou qu'elle ne le puisse pas. Question 8. Selon Goffman, il existe 3 types de stigmates. Quels sont-ils ? Il fallait cocher les 3 réponses exactes, qui sont la B, une anomalie du corps, C, un attribut collectif, et E, les déviances de caractère. En effet, selon Goffman, un individu stigmatisé se définit comme n'étant en rien différent d'un quelconque être humain, alors même qu'il se conçoit et que les autres le définissent comme quelqu'un à part. Cet attribut constitue un écart par rapport aux attentes normatives des autres à propos de son identité. Chaque individu est plus ou moins stigmatisé en fonction des circonstances, mais certains le sont plus que d'autres. Tous peuvent être placés sur un continuum. Goffman distingue les dévalorisations corporelles, c'est-à-dire les stigmates corporels, ce qu'il appelle les monstruosités du corps dans le texte, les dévalorisations donc morales, comme l'étard du caractère ou les stigmates tenant au passé de l'individu ou à sa personnalité, par exemple chez d'anciens malades mentaux ou des personnes alcooliques, ou encore des dévalorisations dites tribales, c'est-à-dire ce qui est transmis de génération en génération, par la race, la religion, ce qui est souvent également héréditaire. Alors, les exemples de stigmates sont d'une grande diversité, parmi eux donc le passé des individus, les handicaps, l'orientation sexuelle, l'appartenance à un groupe donné, etc. L'acteur va donc tout mettre en œuvre pour cacher ce stigmate et en tout cas éviter qu'il provoque un malaise chez les autres. Donc Goffman
nomme contact mixte les interactions à risque entre les gens dits normaux, entre guillemets, et les stigmatisés. Question 9. Selon Goffman, quelles sont les techniques de contrôle de l'information permettant de cacher un stigmate non visible? Il fallait cocher les réponses correctes, qui sont la B, la dissimulation, et la C, la mise à distance sociale. En effet, les personnes ordinaires sont définies comme normales, entre guillemets. Leurs attitudes face aux stigmatisés est la plupart du temps une discrimination. Et par conséquent, les individus ressentent du mépris ou de la honte d'eux-mêmes. Les stigmatisés peuvent avoir un sentiment d'angoisse envers ces individus dits normaux. Donc, deux tactiques sont souvent possibles envers les normaux, c'est se faire tout petit ou alors être bavard ou agressif. Et les individus normaux et stigmatisés partagent tous les deux un sentiment de malaise. Les stigmatisés cherchent ce qu'on appelle un autre compatissant qui partage leurs stigmates pour se créer un groupe, un soutien moral ou un groupe de référence. Le stigmate peut toucher les gens qui entourent le stigmatisé et en conséquence, donc, ces gens qui l'entourent, les normaux, donc, cherchent à éviter ou supprimer les relations avec ces personnes. Question 10. Goffman distingue les individus discrédités et les individus discréditables. Quelles sont les personnes considérées comme discréditées? Il fallait trouver les deux réponses correctes. Il s'agissait de la A et de la B, c'est-à-dire la personne sourde et la personne paraplégique, puisque on parle de personnes discréditées lorsque les stigmates sont visibles. La question 11 concernait les personnes considérées comme discréditables. Là aussi, il fallait trouver les deux réponses correctes. Il s'agissait de la C, la personne séropositive, et de la E, la personne diabétique, puisque dans le cas d'une personne discréditable, le stigmate n'est pas visible. Question 12. Le coping signifie affronter, faire face, venir à bout. C'est un ensemble d'efforts, et là il manquait un mot, et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences qui menacent ou dépassent les ressources de l'individu. Donc, parmi les propositions, il fallait identifier la réponse exacte correspondant donc au mot manquant. Et ce mot manquant était le D, cognitif. En effet, le mot coping renvoie à un processus dynamique de la personne, un mode de faire face à une situation stressante, variable selon la situation, selon l'état de la personne et le stade d'interaction entre celle-ci et la situation. C'est un facteur stabilisateur qui permet à la personne de maintenir une adaptation psychosociale en période de stress. L'approche la plus fréquente est l'approche cognitivo-émotionnelle. Le concept de coping est indissociable de celui de stress et les stratégies de coping résultent d'un processus d'évaluation et sont socialement perçues soit comme positives en ce qui concerne les stratégies de résolution de problèmes ou de recherche de soutien social. Ces stratégies perçues comme positives favorisent une meilleure qualité de vie au travail et elles sont perçues négativement lorsqu'elles sont centrées sur l'émotion. Et plus ces dernières sont utilisées, plus le risque de burn-out est présent du fait du risque d'épuisement émotionnel. Question 13. Quels sont les éléments retrouvés dans la définition de la résilience? Il fallait trouver les deux réponses correctes, qui sont la A, c'est la capacité d'un individu à faire face à une difficulté de manière efficace et susceptible de lui permettre de développer une meilleure capacité à réagir aux difficultés. Et la D, la résilience s'oppose à la vulnérabilité et se construit grâce aux compétences personnelles et aux interactions de l'entourage. Le principal courant d'approche de la résilience s'appuie sur l'analyse des interactions entre les facteurs de risque et les facteurs de protection, facteurs pouvant être d'origine interne ou externe aux personnes en situation de résilience. Il s'agit d'un processus et non d'un état acquis une fois pour toutes. Ce processus est dynamique et évolutif et n'est donc pas forcément pérenne. Il peut advenir à tout moment d'un parcours de vie, y compris lors de la vieillesse. C'est un mode d'adaptation aux situations adverses, qu'elles soient biologiques ou socio-psychologiques par exemple, que la personne met en jeu en s'appuyant sur des ressources internes, qu'on appelle aussi intrapsychiques, ou externes, c'est-à-dire en lien avec l'environnement affectif et social. Question 14. Quelles sont les attitudes soignantes favorisant le développement de la résilience? Il y avait donc 3 réponses à cocher. Il s'agissait de la B, l'accueil, la C, l'expression et la D, la reconstruction.
Cyrulnik différencie en effet deux temps dans le processus de résilience. Confronter le ou les traumatismes avec une résistance à la désorganisation mentale et surmonter ce traumatisme par un mécanisme de reconstruction et de réparation qui a pour conséquence une capacité à vivre avec des comportements socialement acceptables. D'où la réponse D, donc la reconstruction. En fait, la résilience peut être considérée comme le processus du remaniement psychique après un traumatisme, mais également la résultante de ce travail. L'objectif pour les soignants est de créer des conditions d'accompagnement du processus de résilience, par exemple en identifiant les ressources et les compétences internes ou externes du patient, de rechercher des réseaux de soutien existants ou en créer. Alors, ce processus d'accompagnement des soignants doit viser l'adaptation à la nouvelle vie qui sera objectivée dans un premier temps par la disparition de la confusion. C'est-à-dire qu'il faut poser un regard ouvert sur les comportements des personnes, ne pas agir systématiquement sur le symptôme, par exemple sur le traitement de la confusion d'une personne âgée, par exemple, mais être un soignant chaleureux qui aide la personne à prendre des nouveaux repères, qui va l'aider à affronter le choc psychologique et l'accompagner ensuite dans le processus de reconstruction. Et les facilitateurs de résilience font preuve de sincérité et de simplicité et ils sont sensibles aux autres. C'est pour ça que dans les réponses, il y avait l'accueil et l'expression, puisqu'on va faciliter l'expression de la personne. Tous les soignants, quel que soit leur lieu d'exercice, peuvent avoir le même objectif, centré sur l'estime de soi. Aider le patient à prendre conscience de ses possibilités, de ses responsabilités, afin de renforcer le fondement essentiel de la résilience. Cela passe par la relation d'aide et le counseling, deux autres concepts essentiels en soins infirmiers. Question 15. Quelles sont les stratégies d'adaptation qu'emploie un individu pour faire face au stress ou à la maladie? Il fallait cocher 3 réponses exactes. Ce sont la A, le stress perçu, B, le contrôle et D, la résilience. Le concept d'adaptation est un concept fondamental en soins infirmiers. C'est le cœur de la clinique infirmière, notamment du rôle propre. Et pour rendre compte des mécanismes des comportements adaptatifs humains, on a recours à 2 concepts et 2 modèles théoriques. Alors, les mécanismes de défense, bien sûr, du moi à l'origine de la théorie psychanalytique, et le coping, concept développé dans les années 60 par les psychologues issus de la psychologie scientifique et expérimentale. Alors, il y a différentes variables à considérer. Les antécédents personnels, qu'ils soient physiques, psychologiques, sociaux et culturels, notamment les croyances, mais également le degré de sévérité des stresseurs, les mécanismes d'adaptation, l'interprétation de la situation, c'est-à-dire que si la vision est réaliste ou non de la situation, les soutiens situationnels et les mécanismes de résolution de problèmes. Ça peut être par exemple la fuite par différents moyens ou au contraire la mobilisation des ressources, c'est-à-dire la résilience. Question 16. Quelles sont les 3 étapes retrouvées face à une maladie grave? Il fallait cocher donc 3 réponses. Il fallait donc cocher la B, le choc de l'annonce, C, le combat et D, la reconstruction. Alors en effet, face à une maladie grave, la personne est en état de choc. Elle est incapable d'intégrer l'hypothèse de sa propre mort, donc on a un refus ou un déni qui va permettre d'apprivoiser la menace de mort. Et ensuite, effectivement, il va y avoir le combat de diverses manières, par exemple par la colère, puisque le déni va laisser place à des sentiments d'irritation, le patient va se plaindre, se montrer hostile et opposant. Ce comportement, en fait, traduit l'angoisse qui l'habite à la pensée de mourir. Et la colère du patient n'est pas dirigée vers le soignant, mais vers ce que le soignant représente. Il va y avoir aussi le marchandage, étape qui correspond à une demande de répit face au temps restant à vivre. Et il s'agit de mettre une distance entre soi et la mort. Alors, à l'opposé du combat, il y a la dépression. Le malade sent arriver sa mort prochaine. Et 2 types de dépression existent. La dépression réactionnelle, où le patient déplore les pertes vécues et ses regrets, il a besoin d'échanges. Et la dépression de préparation. Alors celle-ci, elle est silencieuse. Le patient se désole de ce qu'il est sur le point de perdre. Et cette dépression, elle est nécessaire pour arriver donc, à l'acceptation et à la reconstruction. Donc là, la tristesse va laisser place à l'apaisement et le malade va se montrer calme, plus détaché. C'est forcément une étape heureuse. Ça peut être aussi une étape de repos, vide de sentiments. Et il ne s'est pas non plus de la résignation. C'est pour ça que là, face à une maladie grave, il y a aussi la reconstruction. Question 17. Parmi les propositions, il fallait cocher les 3 réponses correspondant aux accidents de la vie courante. Alors, il fallait cocher la A, ce sont des traumatismes non intentionnels. La D,
qui représente donc la première cause de décès chez les enfants de 1 à 14 ans. Et l'AE, ces accidents de la vie courante provoquent 19 000 morts par an. Alors, ce sont généralement des traumatismes essentiellement en lien avec la négligence. Et l'âge de la population à risque est plutôt situé donc entre 35 et 50 ans. Alors ensuite, nous allons parler donc de douleur. Selon l'IASP, l'Association internationale d'études de la douleur, la définition de la douleur est une expérience, donc là il y avait un mot manquant, et émotionnelle désagréable liée à des lésions, deuxième mot manquant, réelles ou potentielles, ou décrites en des termes évoquant de tels, troisième mot manquant. Donc la question 18 demandait à quoi correspond le mot numéro 1. Il fallait répondre des sensoriels. Toujours par rapport à cette définition, la question 19 demandait à quoi correspond le mot numéro 2. Il fallait répondre C, tissulaire. Et la question 20, bien sûr, demandait à quoi correspond le mot numéro 3. Et là, il fallait répondre D, lésion. Question 21. Quels sont les 3 types de douleurs? Il fallait identifier les 2 réponses correctes, qui sont la A, douleur par excès de nociception, et la B, douleur neuropathique. Alors, il existe 3 principaux types de douleurs, notamment quand on parle de douleurs chroniques, qui sont définis selon les mécanismes qui provoquent la douleur. Donc, la douleur nociceptive ou par excès de nociception, également appelée douleur périphérique, est due à un excès d'un flux douloureux dans le système nerveux provoqué par une lésion, inflammation ou dommage mécanique sur un muscle ou une glande. L'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et la douleur cancéreuse figurent parmi les exemples les plus courants. Ce type de douleur, lancinante, le plus souvent, répond aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et aux opioïdes. En 2, la douleur neuropathique. Alors, cette douleur neuropathique, elle est la conséquence de lésions ou du coincement de nerfs périphériques. C'est le cas de la neuropathie diabétique, par exemple. Ce type de douleur nécessite des traitements adaptés pour les douleurs périphériques qui agissent à l'endroit de la douleur et pour les douleurs centralisées qui agissent sur la moelle épinière et le cerveau. En cas de coincement de nerfs, il peut être nécessaire de pratiquer une injection ou une intervention chirurgicale. Et 3e type de douleur, c'est la douleur centralisée. Alors on parle de douleur centralisée lorsqu'une perturbation du traitement de la douleur par le système nerveux central amplifie une douleur ou provoque une douleur diffuse en réponse à des stimuli normalement non douloureux. C'est le cas de la fibromyalgie, du syndrome du côlon irritable ou encore des maux de tête de tension. Les médicaments agissant sur des neurotransmetteurs sont adaptés à ce type de douleur. Alors une personne qui souffre de douleurs chroniques peut présenter les 3 types de douleurs à la fois. Des chercheurs ont mis en évidence que la douleur centralisée est fréquemment présente en même temps qu'une douleur nociceptive. Question 22. Concernant la douleur, quelles sont 3 des 4 dimensions intervenant dans l'intégration de l'information? Il fallait donc répondre la B, la dimension comportementale, la D, la dimension sensoridiscriminative, et la E, la dimension cognitive. Alors, la composante sensoridiscriminative correspond à l'ensemble des mécanismes neurophysiologiques aboutissant au décodage de la douleur, comme la qualité, par exemple torsion, étau, brûlure, décharge électrique, l'intensité, de faible à très intense, la durée et le mode évolutif, donc avec un fond permanent ou des crises paroxystiques, la localisation et les irradiations. Alors, communiquer aux soignants l'aspect sensoridiscriminatif de la douleur exige des mots souvent compliqués, du vocabulaire pour les patients. Alors, ce vocabulaire, il peut être acquis entre 6 et 12 ans. Communiquer l'intensité exige de savoir se regarder, de jauger sa douleur et donc de relativiser. Et ça ne peut être acquis qu'entre 4 et 7 ans. Et puis l'aspect sensoriel de la douleur est souvent mal communiqué, par exemple par les jeunes enfants. La composante émotionnelle, dont il n'était pas question dans la question 22, c'est la composante qui confère à la douleur sa tonalité désagréable, pénible, voire insupportable. Les émotions liées à la douleur sont d'abord la peur, l'angoisse, voire la panique, la colère parfois, et la tristesse quand la douleur se répète ou se prolonge, voire la dépression. Les enfants, par exemple, sont très habiles à communiquer leurs émotions dès la naissance. Cette aptitude leur permet de faire comprendre leur état émotionnel. Cela passe par du non-verbal, l'expression du visage, des attitudes. Et lorsqu'ils ont mal, les enfants nous envoient donc d'abord un message émotionnel. C'est ainsi que le soignant peut passer à côté de la sensation de douleur et ne percevoir que la peur. Alors, la composante cognitive, qui était la réponse E,
Par cette composante cognitive, on entend tout ce qui donne sens, interprétation, valeur à la douleur. Il s'agit donc de l'ensemble des processus mentaux capables d'influencer la perception de la douleur et des comportements qu'elle induit. Quand on a mal, on analyse, on cherche la cause, les recours, en se référant à ses expériences antérieures ou ses connaissances. Et les jeunes enfants, par exemple, sont dépourvus de ces ressources et sont de ce fait envahis par la douleur. Et la composante comportementale, qui était la réponse B, c'est l'ensemble des manifestations verbales et non verbales observables chez le patient douloureux. Alors, les jeunes enfants expriment tout par leur comportement, tout se lit sur leur visage. Ainsi, si le langage fait défaut, le comportement exprime la douleur. Et contrôler l'expression de son visage et de son corps s'apprend dans l'enfance. Chaque famille, chaque groupe ethnique utilise un comportement de douleur, plus ou moins riche et expressif, ou à l'inverse, contenu. Et l'enfant intègre peu à peu ce comportement dans l'enfance. Donc tous ces aspects jouent un rôle dans le ressenti. Question 23. Concernant l'évaluation de la douleur, il fallait trouver les deux réponses exactes qui étaient elle dépend du rôle propre et C, elle doit figurer dans le dossier de soins. Question 24. Dans l'évaluation de la douleur, à quoi correspondent les sigles EVS? Eh bien, il s'agissait de la D, échelle verbale simple. Question 25. Quelles sont les missions des référents douleur? Il fallait répondre à la formation et l'information des professionnels. C, la participation à la cohérence des actions engagées dans le cadre de la politique de soins palliatifs. Et D, participation à la mise en place d'un programme de lutte contre la douleur dans les établissements. Être référent douleur, c'est être une personne ressource dans la prise en charge de la douleur pour les professionnels, par exemple dans son unité de soins. Ça correspond donc à la formation et l'information des professionnels. C'est aussi être à l'écoute des besoins et des difficultés rencontrées par les collègues de l'unité de soins. Participer aussi à l'analyse des besoins et à la mise en place de mesures. C'est ce qu'on avait donc dans la participation à la cohérence des actions engagées dans le cadre de la politique de soins palliatifs. Mais c'est aussi connaître les documents et les recommandations du réseau douleur via les sites intranet, les brochures, etc. et les diffuser au sein de l'unité, ainsi que les ressources institutionnelles comme les consultants experts. C'est aussi favoriser l'application des bonnes pratiques cliniques relatives à la prise en charge de la douleur. C'est ce qu'on avait à travers donc la participation à la mise en place d'un programme de lutte contre la douleur dans les établissements. Et bien sûr, c'est collaborer aux événements organisés par le réseau douleur au sein de l'institution. Question 26. Quelles peuvent être les différentes unités de lutte contre la douleur? Eh bien, il fallait répondre A, les unités antidouleur, et E, les consultations antidouleur. Ensuite, il est question de la douleur chronique, situation douloureuse qui dure plus de X mois, c'était un mot manquant, qui résiste aux traitements médicaux et elle induit et est le reflet d'une souffrance, là il y a un mot manquant. La douleur chronique entraîne des perturbations psychologiques, sociales et existentielles. Donc la question 27 demandait à quoi correspond le mot numéro 1. Eh bien, il s'agit de la réponse D, 6. En effet, ce sont des situations douloureuses qui durent plus de 6 mois. Et la question suivante, la question 28, demandait à quoi correspond le mot numéro 2. Il fallait répondre C, psychologique. L'induit et est le reflet d'une souffrance psychologique. Question 29. Quelles sont les répercussions des perturbations psychologiques et sociales entraînées par la douleur chronique? Il fallait deux réponses. C'était la A, la dépression, et la D, l'isolement. Les douleurs chroniques provoquent entre autres une réduction de la participation à la vie sociale. Donc, l'isolement, repli sur soi, mais aussi un doublement du risque de suicide ou encore un risque accru, donc de dépression, c'était la réponse A. Dans les facteurs psychosociaux qui pourraient entretenir ces douleurs, citons évidemment l'anxiété, mais également le manque de soutien social. Question 30. Concernant les caractéristiques de la maladie chronique. Donc deux réponses correctes à trouver. Il s'agissait de la A, la maladie au long cours, et D, une maladie marquée par l'incertitude. En effet, une maladie chronique se caractérise par la présence d'un état pathologique, physique, psychologique ou cognitif de longue durée, avec une ancienneté d'au moins 3 mois, ayant un retentissement sur la vie quotidienne, présentant au moins un des facteurs suivants: une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale, une dépendance vis-à-vis d'un médicament, d'un régime, d'une aide technologique, d'un appareillage ou d'une assistance personnelle, et la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d'une aide psychologique, d'une adaptation, d'une surveillance ou d'une prévention particulière, pouvant s'inscrire dans un parcours de soins médico-social. Donc, une maladie chronique est une pathologie qui persiste donc pendant une longue période de temps,
voire toute la vie, et qui affecte les capacités de la personne qui en est atteinte à vivre normalement, c'est-à-dire telle qu'elle le faisait jusqu'alors. Et la maladie chronique confronte généralement la personne malade à des conséquences négatives, non seulement sur son état de santé, mais aussi pour sa qualité de vie et son bien-être. Donc, cette maladie chronique confronte à l'incertitude quant à son évolution, même si elle est bien équilibrée, et bien entendu, elle est inguérissable. Question 31. Donc, il fallait cocher 3 bonnes réponses. Quelles sont celles qui correspondent à une maladie chronique? Il fallait cocher donc A, la schizophrénie, 2, l'ostéoporose et E, l'asthme. Question 32. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui correspondent au processus d'intégration ou de confrontation face à la maladie chronique? Il y avait donc 3 réponses à trouver. Il s'agissait donc A, la révolte, C, la capacité dépressive et E, l'acceptation, coping. En effet, la maladie chronique survient de manière imprévue le plus souvent, et elle est subie dans tous les cas, et quand elle s'installe dans la durée et qu'elle devient chronique, elle entraîne un bouleversement complet pour la personne et son entourage proche. S'engage alors un processus d'acceptation et d'adaptation qui, à bien des égards, est indispensable. L'annonce du diagnostic constitue une rupture dans le cours de la vie de la personne. Pour elle, il y a un avant et un après cette annonce. C'est une rupture dans le sens où le regard de la personne sur elle-même change. Elle acquiert le statut de malade et où cela convoque sa condition d'être mortelle. Et l'irruption de la maladie replace au premier plan cette question. Le fait de se savoir malade conduit à se confronter à cette réalité et remet en question le rapport à l'avenir. De plus, s'ajoute l'incertitude quant à l'évolution de la maladie et de ses symptômes, sachant que cette évolution est très variable d'une personne à une autre et est imprévisible. L'annonce du diagnostic produit inévitablement des répercussions psychologiques. Alors, ce peut être un choc, mais ce peut être aussi un soulagement, parce qu'une fois le diagnostic posé et la maladie nommée, la personne n'est plus dans l'incertitude de savoir ce qu'elle a et quelle est l'origine des symptômes qu'elle ressent. Elle peut mettre un sens à ceux-ci, les comprendre, les expliquer et trouver un moyen d'y pallier ou d'en être soulagée. Il n'y a pas de réaction normale ou anormale. Alors, le travail d'adaptation qui commence ensuite comprend plusieurs phases. Le déni ou l'incrédulité. La personne est saisie par la stupéfaction et l'incrédulité. Elle peut exprimer un refus de croire à la réalité de la maladie, voire manifester un déni plus ou moins transitoire. Il s'agit là d'un mécanisme de défense psychologique qui permet d'éviter l'effondrement de la personne face à la menace que constitue la maladie et les changements qu'elle entraîne. Ensuite, on a la désorganisation, la prise de conscience progressive de la présence de la maladie et de ses conséquences, en particulier des pertes qu'elle entraîne par rapport à la vie d'avant, conduit à devoir affronter une nouvelle réalité sans les repères habituels de la personne. Cette phase de désorganisation se traduit essentiellement par des émotions qui peuvent être de tout ordre. Confusion, désorientation, ambivalence, incompréhension, sentiment de perdre le contrôle, colère, sentiment d'injustice, de culpabilité, de honte, de tristesse, de désintérêt, etc. C'est souvent lors de cette phase, caractérisée par un vécu dépressif, que les malades sont en recherche d'une cause à leur maladie, afin d'y trouver une explication. Alors, ces émotions sont normales, la personne passe plus ou moins rapidement de l'une à l'autre, avec une intensité qui est variable, et la reconnaissance et le ressenti de ces émotions participent au travail d'adaptation. Elles peuvent être exprimées ou non, en fonction de la façon dont elles sont perçues et vécues. Donc il est important de respecter le rythme de la personne. Toutes les émotions ont une fonction adaptative. Par exemple, la tristesse engendre un repli sur soi, qui incite, d'un point de vue comportemental, à douter et à se remettre en question. Mais elle permet aussi de réfléchir et d'intégrer la situation, plutôt que d'agir dans un passage à l'acte impulsif. Et cette émotion peut également pousser l'autre à vouloir apporter son soutien. Ensuite, phase suivante, la réorganisation. C'est une phase qui consiste à s'adapter graduellement à sa nouvelle vie avec la maladie. Elle comprend une démarche d'inventaire de ce qui a été perdu, mais aussi de ce qui a été acquis, comme de nouvelles compétences, de connaissances, de nouvelles relations par exemple. Ce bilan permet de tirer d'une certaine manière un trait sur ce qui n'est plus, mais aussi de fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux centres d'intérêt. C'est souvent une étape où les valeurs et les priorités de la vie sont redéfinies. Et beaucoup de malades disent ainsi qu'ils ne portent plus le même regard sur la vie. Donc la phase de réorganisation comprend également une recherche de sens, c'est-à-dire le fait de répondre aux questions de la signification de la maladie pour la personne. Comment la maladie s'inscrit-elle dans son histoire de vie? Qu'est-ce qu'elle lui a permis d'apprendre, de mieux comprendre et de changer? Comment elle a fait évoluer sa vision des choses? Quelle connaissance sur elle-même la maladie lui a permis d'acquérir? Parvenir à donner un sens à la maladie
permet de retrouver de l'énergie, de la créativité et de s'ouvrir à nouveau au monde. Et dernière phase, la réappropriation. Il s'agit de parvenir à se réapproprier sa vie en renouant avec la continuité de son existence et en réapprenant à aimer la vie. Cela passe par le fait de se pardonner à soi-même d'être malade et de cesser de se considérer comme un fardeau pour soi et pour les autres, tout en pardonnant aux autres de ne pas être malades et de continuer leur vie. La réappropriation nécessite également de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter la réalité telle qu'elle est désormais, en se sentant prêt à renoncer à l'ancienne image de soi. Enfin, elle suppose également de parvenir à se projeter à nouveau dans l'avenir. Question 33. Suivant la théorie de Strauss, à quelles caractéristiques de la maladie chronique correspond le concept de la trajectoire de la maladie? Donc il fallait répondre B, chaque trajectoire de la maladie a sa propre spécificité. C, elle est le fruit de l'action combinée du patient, de la famille et des professionnels. Et E, elle associe l'évolution de la pathologie et l'ensemble des actions faites dans la durée par différents acteurs. Alors, on a vu que effectivement la maladie chronique, ce n'était pas un processus non linéaire. Le vécu, des différentes phases qu'on a évoquées, est très personnel. Il peut être différent d'une personne à l'autre et de plus, ce n'est pas donc un processus linéaire. Il peut y avoir des allers-retours entre les différentes phases. Il peut être difficile de s'adapter à sa nouvelle situation quand on a peu ou pas de certitude sur la survenue et l'évolution des symptômes et des séquelles. Par ailleurs, lorsqu'un nouveau symptôme apparaît ou qu'il empêche de réaliser des choses auxquelles la personne tient, le processus se répète. Et si ce processus est reporté, nié ou est incomplet, la personne ne peut dès lors s'affranchir de la perte et du manque. Le travail d'adaptation dépend aussi de l'importance ressentie par la personne des pertes qu'elle subit. Une altération des mouvements des mains, par exemple, n'aura pas tout à fait la même valeur pour un musicien que pour une personne qui ne joue pas d'un instrument. Donc, le processus d'adaptation et d'acceptation s'apparente à un travail de deuil. Question 34. Parmi les pathologies, quelles sont celles qui correspondent à une maladie chronique? Il fallait identifier les deux réponses parmi les propositions. C'était A, la sclérose en plaques, et E, l'asthme. Question 35. Parmi les propositions, il fallait trouver la réponse correcte. L'OMS définit le handicap comme une altération passagère ou définitive de l'intégrité physique ou mentale, d'origine congénitale ou acquise, préjudiciable à l'autonomie de l'individu et à son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi. Réponse C. Question 36. Concernant le handicap psychique, la bonne réponse était la C, n'affecte pas les capacités intellectuelles, mais plutôt leur mise en œuvre. En effet, le handicap psychique se distingue de la déficience intellectuelle ou du handicap mental. Le handicap psychique, conséquence de la maladie psychique, reste de cause inconnue. Les capacités intellectuelles sont préservées et peuvent évoluer de manière satisfaisante. C'est la possibilité de les mobiliser qui est déficiente. La symptomatologie est instable, la prise de médicaments est le plus souvent indispensable, associée à des techniques de soins visant la réadaptation en s'appuyant sur les capacités préservées. Dans le handicap d'origine psychique, c'est l'organisation qui est en cause, comme l'organisation du temps, l'anticipation des conséquences d'un acte, la possibilité de communiquer de façon participative, de mémoriser, de concevoir les réactions des autres, associées à l'absence de participation sociale. Question 37. Le handicap psychique peut être la conséquence, il fallait trouver les deux réponses, et bien c'était la A, d'une psychose schizophrénique et de troubles dépressifs graves. En effet, le handicap psychique est la conséquence de diverses maladies, donc des psychoses et en particulier donc des troubles schizophréniques, mais aussi des troubles bipolaires, des troubles graves de la personnalité, comme les personnalités borderline par exemple, et de certains troubles névrotiques graves, comme les TOC. Question 38. Le handicap psychique peut engendrer comme déficience des troubles, il fallait trouver deux réponses, alors c'était la A, de la volition, et la B, de l'humeur, à type de dépression ou d'excitation. Les fonctions altérées par les troubles psychiques conduisent à des limitations d'activité et de capacité. Alors, on va avoir des altérations de la cognition froide. C'est ce qui correspond à la capacité à s'organiser dans une activité habituelle, comme planifier, organiser ou anticiper, à la capacité à s'organiser dans une activité inhabituelle, aux capacités d'apprentissage, mais aussi à la capacité à se concentrer, fixer son attention, à mémoriser. On a aussi donc les altérations de la cognition psychosociale, ou les capacités de communication et de compréhension des autres. Donc ça fait appel
aux capacités d'empathie cognitive, c'est-à-dire savoir se mettre à la place de l'autre et le comprendre, mais aussi aux capacités d'empathie émotionnelle, c'est-à-dire se montrer sensible aux émotions d'autrui, se montrer compréhensif et capable de tact et de respect, ou encore les capacités à identifier les rôles sociaux, la signification des situations sociales. Il y a aussi les altérations de la motivation, avec par exemple des difficultés à initier une action de base, c'est-à-dire des gestes élémentaires de la vie quotidienne, ou la difficulté à anticiper, entreprendre, persévérer, les difficultés à gérer le temps, les curiosités, les désirs. Il y a également les altérations des capacités d'auto-évaluation et les capacités à demander de l'aide, comme les difficultés à évaluer ses capacités, à reconnaître ses limites et à les prendre en compte, ou encore la difficulté à savoir demander de l'aide en cas de besoin et à coopérer aux soins. Donc la situation de handicap rend la vie difficile pour la personne malade et son entourage. Question 39 concernant le handicap mental. Alors il fallait répondre la B. Il est la conséquence sociale d'une déficience intellectuelle. Donc le handicap mental associe une limitation des capacités intellectuelles qui n'évoluent pas, une stabilité dans les manifestations des symptômes et une prise de médicaments donc très modérée par rapport au handicap psychique. Le handicap mental a reçu différents noms au fil du temps. Il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement qui se manifeste par un fonctionnement cognitif en dessous de la moyenne. Par ailleurs, il implique des difficultés dans d'autres domaines comme la sociabilité et la capacité à évoluer dans l'environnement. Question 40, toujours concernant le handicap mental, avec donc les étiologies possibles. Donc il fallait répondre B, la génétique, et C, un traumatisme crânien. En effet, le handicap mental résulte le plus souvent de pathologies identifiables, comme le traumatisme, une anomalie génétique ou encore un accident cérébral. Il existe de nombreuses causes possibles pour le handicap mental. On ne parvient à en trouver l'origine exacte que dans 25% des cas. Parmi les principaux facteurs, nous retrouvons donc les altérations chromosomiques, par exemple le syndrome de Down, et les troubles héréditaires. Les problèmes au cours de la grossesse, comme la prééclampsie ou la consommation d'alcool ou de médicaments, peuvent aussi jouer un rôle. Par ailleurs, les infections, la dénutrition maternelle ou infantile, les traumatismes crâniens graves ou l'abandon émotionnel sévère du bébé peuvent augmenter le risque. Question 41, les signes avant-coureurs du handicap mental. Donc il fallait répondre D, un retard psychomoteur. Question 42, quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes déficientes mentales au quotidien? Il fallait répondre A, la difficulté d'analyse des situations, B, la difficulté de repérage dans l'espace, et D, la difficulté d'évaluation du temps. En plus du QI, donc il y a d'autres symptômes qui caractérisent le handicap mental. Ce sont des signaux qui peuvent indiquer que le développement de l'enfant ne se fait pas de façon adéquate. Donc il y a des difficultés à atteindre les principaux pics de développement. Par exemple, ils peuvent mettre plus de temps que les autres à réussir à s'asseoir, à se déplacer à quatre pattes ou à marcher. Il peut y avoir aussi des retards dans l'acquisition du langage, de l'incapacité d'expression verbale, des problèmes de mémoire, une incapacité à percevoir les conséquences de leurs actes, des difficultés d'apprentissage, de pensée logique et de résolution de problèmes, des complications pour comprendre les règles sociales et se lier aux autres, une incapacité à évoluer de façon complètement autonome dans le quotidien. Question 43. Concernant les catégories de malvoyance, il fallait répondre A, l'amblyopie légère. Alors, il y a quelques années, la notion de malvoyance était mal connue. Les personnes déclarées en cécité légale définies par un seuil de performance visuelle ouvrant droit à une prise en charge orthoptique étaient considérées comme non-voyantes. Or, les déficiences visuelles peuvent être de différents niveaux. La malvoyance concerne les déficiences visuelles modérées ou graves qui diffèrent de la cécité clinique, qui est une perte totale de la vision. La notion de malvoyance est donc proche de la notion de cécité légale. En effet, il reste des plages de vision aux personnes atteintes de déficience visuelle. Et ces résidus visuels peuvent, dans certains cas, permettre aux personnes de réapprendre à voir autrement afin de conserver leur autonomie. Et la basse vision, selon le concept anglo-saxon low vision, concerne toutes les déficiences de la vision, les déficiences visuelles, la cécité légale et la cécité clinique. Le concept actuel de basse vision, c'est un peu être toi, etc. Il ne faut pas tout attendre de l'aide extérieure, que ce soit des appareils ou des traitements. Le plus grand potentiel, c'est le patient et il va le trouver dans ses ressources physiologiques propres. Question 44. La cécité catégorie 2 se distingue par le fait que le sujet voit bouger la main. Alors, il fallait répondre C à 1 mètre. Question 45. La conduite à tenir lors de l'aide au déplacement d'un déficient visuel et pour le guidant de se placer, il fallait répondre B, devant le guidé. Question 46. L'origine de déficience visuelle peut être la conséquence. Il fallait répondre A, d'une maladie métabolique et C,
d'une dégénérescence des organes de la vision. Alors, l'OMS parle de déficience visuelle lorsque l'acuité visuelle est inférieure à 3/10 après correction optique et ou leur champ visuel inférieur à 10 degrés. La législation française désigne les personnes comme aveugles dès que leur acuité visuelle est inférieure à 1/20. La déficience visuelle peut provenir d'une malformation ou d'une maladie congénitale ou acquise ou d'un accident touchant un des éléments de l'œil, le nerf optique ou le cerveau. Lors d'une atteinte du système visuel, plusieurs symptômes peuvent être associés: douleurs oculaires, maux de tête, fatigabilité, difficultés d'attention et de concentration et perte de concentration. Peuvent aussi entraîner déficience visuelle et un handicap ou un surhandicap visuel, les troubles oculomoteurs, la vision des couleurs, les contrastes et des reliefs, et la variation des capacités visuelles en fonction de l'ambiance lumineuse, du port de lunettes et de la fatigue. Question 47. Les personnes sourdes de naissance peuvent être, il fallait répondre A, sourdes signantes, ou C, sourdes oralistes. Question 48. Pour communiquer avec une personne sourde ou malentendante, vous devez, il fallait répondre B, attirer son attention avant de lui parler, D, lui demander si elle a un appareil auditif, et E, vous assurer de sa bonne compréhension. Alors bien sûr, quelle que soit la situation, il faut faciliter la lecture labiale en restant dans le champ de vision de l'interlocuteur. Lorsqu'on communique avec une personne sourde ou malentendante, ce contact visuel est essentiel. Donc il faut bien garder nos yeux à hauteur des siens et adapter notre position à la sienne, qu'elle soit debout ou assise, pour qu'elle puisse voir tous nos gestes et lui parler à une distance de 1 à 2 mètres. Il faut lui parler normalement. Il ne faut pas modifier la hauteur ou le ton de la voix, il faut parler distinctement, sans forcer, au risque de ne pas être compris. En effet, parler à voix basse ou crier ou exagérer chaque syllabe, ça parasite le mouvement des lèvres et ça complique la lecture labiale. Donc, il faut parler plus fort que si ça nous est demandé. Et bien sûr, il faut ralentir le débit de parole si la personne le demande. Et à défaut, vérifier qu'elle nous comprend en lui posant la question. Alors, toujours maintenir ce contact visuel parce que toute expression du visage renseigne sur notre ton, nos intentions, nos émotions. Les yeux sont un puissant moyen de communication. Il est donc important de garder ce contact visuel. Il faut éviter de tourner la tête ou de regarder ailleurs lorsqu'on parle avec une personne malentendante. Et lorsque d'une simple conversation, il faut faire face. C'est aisé de garder le contact visuel. En revanche, si on doit se déplacer ou interagir avec l'environnement, il faut attendre que la personne nous regarde pour continuer de parler. Par exemple, si on lui explique comment utiliser un objet, il faut laisser la personne l'observer et attendre qu'elle se tourne à nouveau vers nous pour reprendre la parole. Les expressions faciales peuvent accentuer notre propos. Selon les circonstances, on peut froncer, lever les sourcils, ouvrir ou rouler les yeux ou simplement sourire. Et il faut aussi associer les gestes à la parole. La communication non verbale est essentielle pour se faire comprendre d'une personne sourde ou malentendante. Les gestes en sont une importante composante. Pour faciliter le dialogue, on peut désigner les objets ou les personnes dont on parle et illustrer l'action qu'on évoque. Par exemple, si on propose un verre d'eau, il faut mimer l'action de boire avec notre main. Si on dit un chiffre, il faut le représenter avec les doigts. Et bien sûr, si la personne est sourde, signante, pourquoi ne pas apprendre le langage des signes ? Question 49. Selon le modèle social de la définition du handicap, l'inclusion est le mot-clé. Donc à quoi correspond ce terme ? Il fallait répondre E, la société qui doit tout mettre en œuvre pour que l'individu puisse vivre selon les normes du pays. Alors l'inclusion du handicap est une problématique clé. Il y a environ 1 milliard de personnes, c'est-à-dire 15% de la population mondiale qui ont un handicap. Et ce chiffre n'est qu'une estimation. Donc quand on parle d'inclusion, il s'agit donc de l'emploi inclusif, c'est avec les projets d'insertion professionnelle, mais aussi de l'éducation inclusive, puisque les enfants handicapés ont 10 fois moins de chances que les autres de fréquenter les bancs de l'école. Donc de l'insertion sociale pour une égalité des chances avec la pleine participation des personnes vulnérables pour créer ne serait-ce que des liens sociaux et développer des aptitudes sociales et l'autonomisation des individus. Et puis également la participation citoyenne des personnes handicapées. Question 50. Dans le cadre de la prise en charge du handicap de l'adulte, il fallait identifier qui fixe le prix de journée pour le recours au foyer occupationnel. Il fallait répondre donc B, le Conseil général. Le foyer de vie ou foyer occupationnel accueille des adultes en situation de handicap ayant une certaine autonomie pour leur proposer des animations et activités en fonction de leur handicap. Et certaines structures peuvent également proposer un hébergement. Le foyer de vie est destiné aux personnes ne relevant ni d'un établissement et service d'aide par le travail, comme un ESAT, ni d'une maison d'accueil spécialisée, c'est-à-dire une MAS, ni d'un foyer d'accueil médicalisé, femmes.
Donc pour pouvoir être admis en foyer de vie, il faut avoir un taux d'incapacité d'au moins 50% et bénéficier d'une autonomie suffisante pour se livrer aux occupations quotidiennes, comme se nourrir, s'habiller. Et ce taux est déterminé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH. Question 51. Lorsque l'intégration dans le milieu ordinaire du travail devient trop difficile, quelles structures les adultes handicapés ont-ils la possibilité d'intégrer? Il fallait répondre B, l'établissement et le service d'aide par le travail. En effet, ces établissements ou services d'aide par le travail, ou ESAT, couramment encore appelés centres d'aide par le travail, ou CAT, sont des établissements médico-sociaux qui relèvent pour l'essentiel des dispositions figurant dans le Code de l'action sociale et des familles. Ils offrent aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. Les établissements ou services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, a constaté que les capacités de travail ne leur permettent momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, exemple un atelier protégé, ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, un CDTD, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Et donc ces établissements leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. Question 52. Quelles sont les prestations pouvant être attribuées exclusivement aux personnes handicapées? Il fallait répondre C, l'allocation aux prestations de compensation du handicap, et E, l'allocation aux adultes handicapés. Alors, bien sûr, il en existe d'autres. Donc, l'allocation aux adultes handicapés, c'est la fameuse AAH. La prestation de compensation du handicap, c'est la PCH, mais il y a aussi, par exemple, la carte mobilité inclusion, soit avec mention priorité, soit avec mention invalidité. Il y a aussi la majoration pour la vie autonome, la pension d'invalidité et la prime d'activité. Et il ne s'agit là que des aides générales. Question 53. À quoi correspondent les sigles MDPH? Eh bien, il fallait répondre A. C'est la maison départementale des personnes handicapées. Alors, c'est un lieu unique d'accueil qui exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Alors, au besoin, la MDPH oriente les personnes handicapées et leurs proches vers d'autres interlocuteurs dédiés. Question 54. À quoi correspond le sigle CDAPH? Il fallait répondre B, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc, c'est cette commission qui détermine le taux d'incapacité des usagers en France et elle peut, le cas échéant, accorder des prestations ou offrir une orientation. Donc, cette commission se réunit au sein de la MDPH. Question 55. La loi handicap de 2005 a créé la PCH qui signifie, il fallait répondre B, prestation de compensation du handicap. Cette prestation est une aide financière versée par le département. Elle permet de rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie et elle comprend donc 5 formes d'aide: humaine, technique, aménagement du logement, transport, aide spécifique ou exceptionnelle et animalière. Alors son attribution dépend du degré d'autonomie, de l'âge, des ressources et de la résidence de la personne. Et elle est attribuée à vie si l'état de santé ne peut pas s'améliorer. Question 56. En lien avec la qualité de vie des personnes en situation de handicap, de quelle année date la première loi en faveur des handicapés? Il fallait répondre C, 1975. En effet, si une loi de 1957 avait pour la première fois utilisé le terme de travailleur handicapé, institué une priorité d'emploi de 10% en théorie et défini le travail protégé, c'est la loi du 30 juin 1975 présentée par Simone Veil, ministre de la Santé, qui est le texte de référence créant la politique publique sur le handicap. En effet, cette loi définit clairement 3 droits fondamentaux pour les personnes handicapées, enfants et adultes: le droit au travail, le droit à une garantie minimum de ressources par le biais des prestations et le droit à l'intégration scolaire et sociale. Question 57. Quels sont les principes fondamentaux de la charte de Ljubljana? Il fallait trouver les 3 réponses qui sont donc la A. La réforme des systèmes de santé doit être guidée par des valeurs fondamentales, comme par exemple la santé et la qualité de vie. Ensuite, la B. La protection et la promotion de la santé doivent être les préoccupations majeures de l'ensemble de la société. Et D. La réforme des systèmes de santé doit répondre aux besoins des citoyens. Donc, cette charte a été promulguée à l'occasion de la conférence de Ljubljana en 1996 par l'OMS. Question 58. Quelles sont les nouveautés de la loi du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Alors, il fallait répondre D, garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la compensation et un revenu d'existence, et E, apporter une définition plus complète du handicap. Bien sûr, ce ne sont pas les deux seules nouveautés, encore bon, ce soit plus très nouveau depuis 2005, mais il y a également permettre la participation effective des personnes handicapées à la vie sociale et placer la personne handicapée au centre des dispositifs la concernant. Ensuite, nous avions donc une phrase à trous. D'après la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 sur la définition du handicap, donc il fallait trouver les mots manquants. Donc dans la question 59, il fallait trouver le mot numéro 1, qui est donc la réponse C, d'activité. Dans la question 60, il fallait trouver le numéro 2, qui est la réponse D, altération. Et dans la question 61, il fallait trouver le mot numéro 3, qui était cognitive. Donc, cette phrase en entier, c'est constituer handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Question 62. La loi relative à l'emploi des travailleurs handicapés concerne, alors il fallait trouver deux réponses, il fallait répondre B, les entreprises de plus de 20 salariés, et D, le fait que 6% du personnel doit être reconnu travailleur handicapé. Alors pour compléter, la loi numéro 2018-771 du 5 décembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Donc le taux d'emploi des personnes en situation de handicap reste fixé à 6% de l'effectif de l'entreprise, mais les modalités de calcul ont changé au 1er janvier 2020. Tous les employeurs, y compris ceux occupant moins de 20 salariés, doivent maintenant déclarer des travailleurs handicapés, TH, qu'ils emploient, ce qui permettra de mieux identifier leurs besoins et d'y répondre plus efficacement. Mais seuls les employeurs de 20 salariés et plus sont assujettis à l'obligation d'emploi des 6% de travailleurs handicapés et doivent verser une contribution en cas de non-atteinte de cet objectif comme actuellement. Question 63. À ce jour, les réticences des employeurs pour embaucher une personne handicapée sont généralement liées, il fallait trouver les 3 bonnes réponses, et bien c'était la A, c'est lié aux méconnaissances des possibilités de la personne handicapée, et ensuite B, aux craintes d'une moindre productivité, et E, au problème d'adaptation du poste de travail. Question 64. Les pouponnières à caractère sanitaire font partie des structures accueillant spécifiquement les enfants porteurs d'un handicap. Jusqu'à quel âge accueillent-elles les enfants ? Eh bien, il fallait répondre C, 3 ans. En effet, ces pouponnières à caractère social accueillent des enfants de 0 à 3 ans, la plupart du temps sous ordonnance judiciaire de placement, et il incombe aux équipes de prendre en charge des enfants souvent porteurs de troubles psychoaffectifs ou de pathologies diverses, ainsi que des familles en souffrance parfois lourdes. Question 65. Quelles sont les différentes structures permettant de prendre en charge l'enfant souffrant d'un handicap de monsieur et madame S dès la fin du congé maternité ? Donc il fallait trouver les deux réponses correctes qui étaient B, le CAMSP, c'est-à-dire le Centre d'action médico-sociale précoce, et E, le CESAD, c'est-à-dire le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Alors, en effet, si le handicap de l'enfant lui permet d'être accueilli en crèche, halte-garderie ou jardin d'enfants, il peut être inscrit dans une de ces structures. Alors, la crèche est une formule d'accueil permanente, tandis que la halte-garderie ou le jardin d'enfants, c'est une formule d'accueil temporaire, de quelques heures de temps en temps. Et pour être accompagnés dans la démarche, donc les parents peuvent se rapprocher du service départemental de la protection maternelle et infantile, la fameuse PMI, ou des centres d'action médico-sociale précoce, donc le CAMSP, ou encore le service d'accompagnement familial et d'éducation précoce, le SAFEP, donc uniquement si l'enfant est atteint d'une déficience sensorielle, par exemple une surdité. Si le niveau de handicap de l'enfant ne lui permet pas d'être accueilli dans une structure ordinaire, il peut être inscrit dans une structure spécialisée. Et la structure spécialisée permet de répondre aux besoins des enfants lourdement handicapés. Et elle peut prendre la forme suivante, soit c'est un IME, un institut médico-éducatif, qui accueille des enfants présentant des troubles des fonctions cognitives, par exemple une altération de la mémoire,
ou des établissements pour polyhandicapés qui accueillent des enfants présentant un handicap à la fois mental et sensoriel et ou moteur, ou encore un institut d'éducation sensorielle qui accueille des enfants présentant un handicap auditif et visuel, ou un institut d'éducation motrice qui accueille des enfants présentant un handicap moteur. Donc ces structures accueillent les enfants à temps plein ou partiel, et pour que l'enfant soit accueilli dans l'une de ces structures, il faut d'abord contacter la MDPH. Et c'est ensuite la CDAPH qui prend la décision d'orienter l'enfant vers l'une de ces structures. Question 66. Dans le cadre de la prise en charge du handicap de l'enfant, quel est l'organisme qui finance les emplois de la vie scolaire? Eh bien, ce sont les caisses d'assurance maladie. Réponse A. Lors de l'annonce d'un handicap, quelle est l'une des règles à respecter? Il fallait répondre A, une information progressive et répétée. En effet, pour un professionnel de santé, annoncer une déficience, un trouble, un handicap, ce n'est pas facile. Donc pour les parents, l'entendre et l'accepter est une épreuve. Donc entre diplomatie et deuil d'un projet de vie, mais la relation nécessite une écoute et beaucoup de respect. Et qu'il soit pré ou postnatal, l'annonce du diagnostic demande une certaine empathie et une disponibilité de la part du médecin, puisque c'est lui qui fait l'annonce. Question 68. Quels sont les écueils à éviter dans la relation soignant-soigné lors de la prise en charge d'une personne handicapée? Eh bien, il fallait répondre C, l'infantilisation, et E, la banalisation. Il y a aussi donc d'autres réponses possibles qui ne figuraient pas dans les propositions, par exemple l'objectivation. Question 69. Quels peuvent être les mécanismes de défense des parents à l'annonce du handicap de leur enfant? Il fallait répondre B, la dénégation, et E, le contre-investissement. C'est vrai que le traumatisme véhiculé par l'annonce du handicap correspond à la rencontre avec un événement imprévu, imposé, incontrôlable, envahissant et destructeur. Alors, il n'est pas rare de constater le déni, qui est un mécanisme de défense bien connu, qui consiste à ne pas percevoir une partie ou la totalité du réel, donc des parents, face au handicap de leur enfant. Et ce, notamment lorsque précisément cette anomalie intervient au tout début de la vie, pendant la grossesse ou bien quelque temps après l'accouchement. Les troubles s'insinuant au décours du développement, il peut être difficile pour un parent de reconnaître le retard d'acquisition dans les domaines de l'alimentation, de la propreté, de la marche, de la parole, des apprentissages sociaux et intellectuels. Alors, le déni se voit également renforcé et il est d'autant plus actif lorsque le handicap s'insinue au décours de la première grossesse. Il y a une trentaine d'années, les anomalies du développement étaient peu connues et reconnues par notre société, ce qui n'engageait pas à des diagnostics précoces. Aujourd'hui, il est plus facile d'avoir des informations. Alors, il y a aussi donc le clivage enfant-handicap qui n'était pas dans les propositions, qui est généralement associé au déni. Ensuite, le contre-investissement. Donc, à la place d'un investissement de l'enfant, c'est un contre-investissement défensif de cet enfant qui est porteur de handicap qui s'opère. Ça fait référence à la notion de contre-investissement utilisée par Freud à propos de la relation de l'organisme avec l'entourage pour rendre compte des réactions de défense à une irruption d'énergie externe faisant effraction dans le par excitation, comme la douleur, le traumatisme. Ce contre-investissement, qui est naturellement animé par une énergie, sert à se défendre contre l'insupportable ou l'irreprésentable réveillé par l'enfant. De même, le regard des autres peut être limitant, et même s'il est de moins en moins fréquent, étant donné l'accès à la connaissance pour tous, parce que ce qui est mieux connu fait moins peur. Mais lorsque l'enfant qui est attendu, désiré, fantasmatiquement, comporte une anomalie et qu'elle est identifiée par un tiers, qu'il s'agit d'un professionnel ou autre, et l'effondrement des parents devient total. C'est l'effroi, la sidération qui prennent le pas. Non seulement cette annonce est toujours vécue comme un couperet, c'est une rupture, et en plus, cette annonce d'un handicap, elle suppose un renoncement rapide aux espoirs qui avaient été construits pendant la grossesse, même les mois qui précédaient la grossesse. Et le processus psychique d'accommodation en face à tout cela, eh bien, il doit être intériorisé en quelques minutes. Et on peut imaginer que c'est insupportable psychiquement. C'est un véritable traumatisme et cette annonce, elle peut se cristalliser à travers des mouvements agressifs à l'égard de celui qui annonce, bien entendu. Question 70. Quelles peuvent être les réactions et les sentiments par la fratrie d'un enfant handicapé? Donc, il y avait 3 réponses à donner. A, la culpabilité. B, l'ambivalence des sentiments. Et D, la souffrance. Alors, déjà, pour la fratrie, notamment pour un aîné, c'est compliqué d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Souvent, ils sont jaloux. Ils se sentent dépossédés
le frère ou la sœur est l'intrus, celui qui vole l'objet primaire maternel, par exemple. Alors, ce sentiment provoque souvent un refoulement, de l'hostilité, si ce n'est de la haine parfois. Freud écrit à propos de l'hostilité fraternelle, le jeune enfant n'aime pas ses frères et ses sœurs et généralement il ne les aime pas du tout. Et elle est souvent remplacée, ou plutôt recouverte par une attitude plus tendre, mais d'une façon générale, c'est l'attitude hostile qui est la plus ancienne. Il y a une attitude de rejet. Alors, c'est tout aussi vrai lorsque le nouveau-né est handicapé. Alors, tout enfant peut éprouver naturellement du rejet à la naissance du nouveau-né, notamment d'un nouveau-né handicapé. Et plus tard, le frère ou la sœur peut se sentir coupable d'être plus compétent que cet enfant handicapé. Ça s'exprime par exemple au travers d'un échec scolaire qui s'avère en fait un échec par loyauté envers l'enfant handicapé qui est vécu comme moins compétent. Alors, les mauvaises pensées renforcent le sentiment de culpabilité. Les propos de l'aîné sont pas rares. On était bien tranquille sans lui ou sans elle. Je voudrais qu'il ou elle disparaisse. Et les hospitalisations ou les placements de l'enfant handicapé peuvent être vécus comme l'accomplissement des pensées secrètes. Donc il y a une ambivalence des sentiments entre le rejet et la culpabilité. La jalousie dans la fratrie d'un enfant handicapé, elle est alourdie d'un sentiment d'abandon du fait d'un surinvestissement des parents sur l'enfant à problème. En effet, les parents consacrent beaucoup de temps, d'énergie, même d'admiration pour les moindres progrès qui sont vécus comme des victoires de l'enfant handicapé et qui laissent en fait inaperçu ce que font les frères et sœurs. Donc les attentions portées à l'enfant handicapé, qui souvent relèvent d'une volonté inconsciente de compensation, exacerbent la jalousie ordinaire. Et toute inégalité de traitement est ressentie comme une injustice. La fratrie peut également éprouver un sentiment de honte vis-à-vis du handicap et c'est couramment exprimé par les enfants dans le cadre des groupes de frères et sœurs. Alors, généralement, la jalousie et l'agressivité sont des réactions naturelles à l'égard de l'enfant qui arrive dans la fratrie. Toutefois, dans la famille où arrive un enfant handicapé, les frères et sœurs ne s'autorisent pas à attaquer le frère ou la sœur handicapée. La fratrie se positionne alors dans un rôle de protection quasiment parentale. Ne voulant pas décevoir leurs parents, les enfants de la fratrie sont souvent alors très sages, responsables. Ça peut bloquer l'expression de certains sentiments et même leur épanouissement personnel. Alors, ils s'interdisent l'agressivité et donc ils culpabilisent aussi. En effet, comment oser s'en prendre à un frère ou une sœur handicapée? C'est impossible d'exprimer son agressivité sans se sentir coupable. Le frère ou la sœur handicapée peut aussi devenir un tyran ou il peut être fétichisé et le frère ou la sœur aînée peut retourner l'agressivité contre lui, contre elle. L'agressivité pourra aussi se déplacer sur un objet substitutif, comme un animal, les camarades dans les bagarres à l'école, ou un autre des frères et sœurs. Et il y a un besoin donc de réparation. La culpabilité et l'identification parentale peuvent conduire aussi les frères et sœurs au sentiment de devoir réparer. Alors, réparer, ça peut être se conforter en enfant hypernormal ou surnormal, avec une image lisse d'enfant sage, par exemple, d'enfant brillant. En tout cas, conforme aux attentes perçues, exprimées ou non des parents. L'enfant cherche, en fait, à les consoler par tous les moyens. Réparer se traduit aussi souvent dans le choix des métiers fraternels, vers des métiers du soin, du social, du paramédical. C'est la réparation ou la sublimation par la transformation de l'agressivité en activité positive qui permet à la fois de prendre un trait identificatoire du frère handicapé et de contribuer à l'estime de soi et au service d'autrui. Autre possibilité, c'est la présence positive. La présence d'un enfant handicapé dans une fratrie peut être une expérience très riche qui aide les frères et sœurs à grandir, à être plus forts. Et il est important que les frères et sœurs puissent visualiser les lieux institutionnels où se rend l'enfant handicapé, rencontrer ses copains, qu'ils puissent se dire « j'ai mes copains à l'école et lui, il a ses copains à l'IME ». Et en se rendant dans l'établissement de leur frère ou sœur handicapé, la vue des autres enfants, des appareillages, peuvent également être à l'origine d'un questionnement. Il faut donc être attentif et faire en sorte que la fratrie puisse en parler. Le lien fraternel est toujours en mouvement, est fort ou fragile, et même s'il rencontre des obstacles, ce dernier peut être réactivé, repensé, transformé à chaque âge de la vie. Parce que la fratrie demeure une véritable ressource pour l'enfant handicapé. Si celle-ci le considère avant tout comme un enfant dans sa relation, ses jeux avec lui. Et il est très important de laisser les enfants jouer un rôle classique dans tout ce qui touche au lien fraternel.
Enfin, l'enfant handicapé est en mesure de supporter un peu d'agressivité et de jalousie, comme il en existe souvent entre les frères et sœurs. Cela est aussi structurant pour lui. Question 71. Vous prenez en charge un patient porteur d'un handicap physique. Parmi les 5 actes professionnels suivants, quel est celui relevant de l'exercice de la profession infirmière que vous pouvez accomplir dans le cadre du rôle propre? Alors, il fallait répondre D, l'installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap. Alors, ça ne figurait pas dans les propositions, mais il y a aussi les soins et la surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins, ou encore l'ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention. Question 72. Vous prenez en charge un patient porteur d'un handicap physique. Parmi les 5 actes professionnels suivants, quel est celui relevant de l'exercice de la profession infirmière que vous pouvez accomplir en application d'une prescription médicale à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment? Eh bien, il s'agissait de la réponse C, la pose d'un dispositif d'immobilisation. Question 73. Parmi les 5 propositions, cochez les 2 réponses exactes. L'éducation thérapeutique, c'est, eh bien, il fallait répondre A, l'apprentissage et le soutien psychologique et social en lien avec maladie et traitement. Et la réponse C, l'éducation du malade afin qu'il acquiert une compétence adéquate et parvienne à un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de la maladie. La question 74, dans la filière de rééducation, outre le masseur kinésithérapeute, figure, eh bien, il fallait répondre B, l'orthoptiste, et E, le diététicien. Ce ne sont pas les seuls, bien entendu. Question 75. En quels termes sont déterminés les objectifs de traitement pour un patient devant bénéficier d'une prise en charge en ergothérapie? Eh bien, il fallait répondre D, en termes de capacité. Et enfin, question 76. Quel objectif aurait pu formuler un ergothérapeute? Eh bien, c'était la réponse A. À la fin de la semaine, le patient devrait être capable de s'habiller seul. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle est un petit peu longue, mais j'espère que vous allez trouver des réponses à ce que vous cherchiez et que cela vous aidera, hein, pour vos évaluations. À bientôt!